Merci à vous. Alors, premièrement, quelques petits propos liminaires. Je voulais vraiment remercier Emmanuel Gindre et toute son équipe pour l'invitation. C'est effectivement souvent, nous, directeurs, ou en tout cas membres de l'administration, on se plaint souvent qu'il y ait des colloques, des discours entre personnes qui ne connaissent pas la prison et finalement pouvoir avoir la parole pour expliquer ce qu'on fait. C'est aussi important. Deuxième chose, je me disais hier à travers les interventions que la question de la dignité humaine ne peut pas et ne doit pas être le monopole du CGLPL, de la Cour, de la Commission nationale des droits de l'homme, des universitaires, puisque c'est notre quotidien et ça reste de toute façon au cœur de notre prise en charge. On n'est pas des gens qui la mettons de côté et qui abandonnent uniquement cette question lorsqu'il y a des contrôles, lorsqu'il y a des évaluations ou lorsqu'il y a des recours sur de diverses formes telles qu'on a pu le voir hier. La première fois que j'ai entendu parler de la dignité humaine, c'était par Antoine Louvaris. Je ne sais pas si quelqu'un ou des gens des universités le connaissent. C'est un professeur agrégé de droit public qui, lors d'un premier cours de droit administratif à l'IEP de Rennes, nous parlait de Manuel Wackenheim. Je ne sais pas non plus si vous le connaissez. C'est un nain qui avait été empêché dans le cadre de son activité à travers l'arrêt commune Morsan-sur-Orge du 27 octobre 1995. Et c'était la première fois qu'on nous parlait, en tout cas pour ma part, de notion de respect de la dignité humaine en lien avec l'ordre public. Donc c'est un concept que j'ai découvert très tard, à travers le lancer de nains, c'est particulier, mais en tout cas ça posait déjà la question, et j'y reviendrai tout au long de mon propos sur comment on peut qualifier la dignité humaine, puisque la personne en question, lui, n'était pas de façon d'accord pour que son activité s'arrête. Donc, qui peut prétendre définir ou diligenter la dignité humaine? Ce sera en tout cas aussi le contenu de mon propos. La dignité humaine, et là aussi je fais référence à un professeur émérite que j'ai eu, François Février, euh, effectivement, qui définissait toujours les concepts, en tout cas dans mes souvenirs énapiens, par l'étymologie. Et partir de l'étymologie, c'est quand même quelque chose qui est important puisque ça renvoie finalement au sens euh, premier du terme. La dignité, ça vient du latin dignitas, qui renvoie à la notion d'estime de soi, du mérite et de la considération. La prison, on est sur du latin praeensio, qui est sur ce qui entrave. Donc par nature, en tout cas, j'allais dire, faire un colloque sur la prison et la dignité paraît totalement antinomique, puisque l'estime de soi, le mérite et la considération ne peuvent en aucun cas, je pense, se développer lorsqu'on est entravé. Ensuite, la question de la dignité humaine, elle est dans le fondement même de notre action, puisqu'au quotidien, le chef d'établissement, ou en tout cas toutes les équipes qui concourent à la prise en charge des publics, sont confrontées à cette question de la dignité humaine. Encore une fois, et c'est pour ça que je vais prendre trois exemples pour l'instant, mais je reviendrai évidemment à Papeari. La confrontation à la dignité humaine, elle peut être aussi, je trouve, sur des choses très sensibles. Trois exemples. Une détenue femme au centre de détention de Bapaume que j'ai eu à gérer, crise suicidaire, qui s'ouvre les bras avec une lame de rasoir cachée dans ses fondements les plus intimes. On n'arrive pas à attraper cette lame. On la met en CPROU, cellule de protection d'urgence, pour éviter, en attendant la prise en charge psychiatrique. C'est un vendredi midi. Le service hospitalier psychiatrique ne répond pas, donc on a à gérer cette situation. Elle continue, même en CPROU, à récupérer sa lame de rasoir et commence à se taillader la carotide. Et donc, la solution totalement indigne qu'on avait trouvée a été de l'attacher menotté à une grille et de l'autre main au lit du lit disciplinaire, puisque c'était le seul moyen qu'elle n'accède pas à sa lame de rasoir. Donc, j'ai considéré ce jour-là que l'atteinte à sa dignité humaine était préférable à son décès. Donc, elle est partie en psychiatrie et quelques semaines après, est revenue en nous disant, en nous remerciant d'avoir fait ça, sinon elle se serait donnée la mort. Deuxième exemple, une personne détenue en fin de vie, mais en détention, qui était sur une démence, une sénilité, qui au quotidien passait son temps à, voilà, à faire ses besoins sur lui dans sa cellule, ça incommodait tous les autres détenus. On sollicite l'unité sanitaire qui nous dit à ce moment-là, ce n'est pas de notre sort, on est sur de la dépendance, on est sur de la perte d'autonomie, c'est pas un problème médical.
situation qui dure, la personne détenue se fait frapper par les co-détenus puisque à un moment donné, les odeurs sont tellement incommodantes que les autres réagissent. On a des surveillants qui prennent la personne détenue, l'emmènent à la douche, le lavent, le rasent, puisque l'unité sanitaire à l'époque nous disait que ce n'était pas leur travail. Et jusqu'à ce que moi je décide tous les jours, à partir d'un certain moment, d'envoyer la personne détenue aux urgences pour qu'elle soit à minima prise en charge. Et des situations comme ça, on en rencontre beaucoup. La dernière, qui est plus une atteinte, en tout cas, moi je ne trouve pas que c'était une atteinte à la dignité humaine, mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans les critères aussi, les standards de la CNCDH ou du CGLPL, mais quand on a sur Vendin-le-Vieil un quartier d'isolement qui accueille des profils les plus dangereux, que ce soit une dangerosité pénitentiaire, psychiatrique ou criminologique, et qu'on est obligé, parce que c'est une obligation, de les sortir de cellules menottées dans le dos jusqu'à la cour de promenade, ceci pendant plus de 2 ans, parce que sinon on sait très bien qu'à la première occasion, les personnes vont pouvoir agresser pour tuer les personnels. On sait très bien que c'est une atteinte flagrante sûrement à la dignité de la personne, mais c'est le seul moyen qui d'ailleurs est validé par le code de procédure pénale pour empêcher un risque. Et ce qui, pour moi, est marquant dans ces cas-là, et j'en terminerai avec ces propos liminaires, c'est que finalement, on se rend compte à quel point l'institution, dans ces situations, est capable de transformer une personne, puisque ces personnes, à un moment donné, deviennent des robots et sortent elles-mêmes les mains à travers la trappe pour les mettre sans qu'on ait besoin de dire quoi que ce soit. Et c'est là où je pense que la question de la dignité se pose. C'est pas l'acte individuel, c'est le fait que la prison, par nos fonctionnements au regard d'une dangerosité, peut conduire à ça. On entend beaucoup depuis hier la question de la définition de la dignité humaine. Alors, j'en ai pas une que je préfère à d'autres. Chaque définition, de toute façon, est inhérente à la spécialité de la personne qui tente de la définir. Je suis plutôt, et pour avoir une formation sur les idées politiques, moi j'aime beaucoup celle d'Emmanuel Kant qui dit que la dignité, c'est finalement prendre une personne non pas comme un moyen, mais comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'on doit se centrer tout le temps sur la personne et ne pas considérer, et j'y reviendrai, que nos préceptes de prise en charge peuvent s'appliquer de manière unilatérale sur tout le monde. J'en reviens au centre de détention de Tatoutou, même si je disais je me faisais la réflexion en parlant juste avant que parler de la dignité humaine avec des sujets tels assez durs que je viens de vous évoquer avec un collier de fleurs autour du cou, c'est quand même particulier dans l'appréhension des choses. Centre de détention de Tatoutou, donc Damien l'a dit, je ne vais pas trop y revenir, la directrice interrégionale aussi, établissement moderne qui était jusqu'à très peu le dernier établissement de la pénitentiaire en circulation, vaisseau amiral, comme certains disent, de la mission Outre-mer. Mais je tiens à dire, parce que ça aussi c'est important, que la dignité, je pense en tout cas, n'est pas du tout et uniquement liée au bâtimentaire. Certes, c'est un fondamental d'être dans des conditions dire de thermique, de superficie adaptée, mais je ne prétendrai jamais, c'est pour ça que le terme de prison modèle, j'ai toujours du mal. C'est modèle sur quoi? Oui, sur la question bâtimentaire, c'est évidemment une réalité. Le modèle sur la prise en charge, il n'y a que le public et la façon dont on travaille qui peut le définir. Certes, on a des choses très moderne en termes de surface de cellule. On a la télé, on a évidemment la douche en cellule, les toilettes séparées, l'encellulement individuel, quelques cellules doubles pour aussi permettre à la population pénale de pouvoir être avec des co-détenus, puisque, on l'a dit hier, je ne sais plus dans quelle intervention, mais la population pénale polynésienne n'est pas forcément, son premier critère n'est pas forcément d'être seul en cellule. On a identifiez-nous des risques à l'arrivée des personnes détenues de Nutania qui demandent à être en cellule double. Alors, elles y trouvent à un moment donné un intérêt d'être en cellule seule, mais c'est pas forcément le critère premier. On a donc 410 places théoriques pour 360 détenus accueillis, donc on a 50 places vides, mais qui en réalité ne le sont pas, puisqu'on a déjà un quartier arrivant de 20 places qui sert à accueillir les personnes. Donc en fait, notre capacité, on va dire,
fonctionnel, nous, on considère que c'est 390 places, puisque les 20 places qui étaient jusque-là au quartier arrivant ne peuvent pas être considérées comme de l'hébergement. On a depuis quelques temps, et moi j'ai absolument rien contre l'accueil des prévenus condamnés, donc qui sont en appel et qu'on gère au quotidien comme des personnes détenues condamnées. Il y a uniquement sur des questions de permis de visite ou autre que le reste dépend de l'autorité judiciaire, mais au quotidien il n'y a pas d'interdiction pour qu'ils puissent bénéficier de toute la prise en charge de l'établissement. Un centre de détention donc de 240 personnels, pas tous surveillants, on est sur environ 160-170 surveillants, qui prend en charge donc 360 personnes détenues. Je vous laisse faire le ratio. La population pénale accueillie, on est sur 2 tranches. J'aime pas trop sectoriser les profils, mais en tout cas la première partie des personnes détenues, trafic de stupéfiants au sens large, notamment sur l'ICE, qui souvent engendre une incarcération de tout un réseau, donc avec plusieurs personnes détenues, et une deuxième partie de population pénale autour d'une grosse famille, on va dire autour des violences, qu'elles soient intrafamiliales, qu'elles soient juxtaposées à des trafics de stupéfiants, mais en tout cas autour des violences. Donc deux finalement modes de prise en charge qui sont parfois différents. Donc on a pour ça différents dispositifs inhérents à un centre de détention. On a 2 bâtiments distincts, donc le CDE, CDO. On a un CDE qui jusqu'à récemment accueillait un régime fermé et contrôlé et un régime d'autonomie. Un régime d'autonomie qui n'était pas le module de respect, hein, qui était un régime ouvert sans contrainte tel qu'au module de respect. Et le CDO, bâtiment totalement dévolu au module de respect. Je reviendrai sur une petite analyse critique du module de respect par la suite. Mais donc voilà, jusqu'à très récemment, moi j'ai fait le choix de supprimer le module d'autonomie. J'aurai des débats, je pense, sur la question avec le CGLPL, mais je considérais qu'à partir du moment où on avait un module de respect qui imposait une contractualisation des contraintes pour être en régime ouvert, il n'y avait pas du tout de cohérence à avoir un régime ouvert au bâtiment fermé sans aucune contrainte. C'est plutôt ma vision, mais j'aime beaucoup le côté binaire des choses, et quand on introduit des régimes juste parce que au départ on voulait gérer les flux, j'y vois pas forcément de sens. Donc là on retrouve un sens, et donc on a un bâtiment entier qui va être en régime fermé et un bâtiment, un module de respect. Donc le module de respect, il existe, hein, il date de 2015 dans l'administration, il est issu des modulus espagnols et a été mis en place pour la première fois à Mont-de-Marsan en 2015. Alors il avait plusieurs vocations initiales, il avait vocation à apaiser le climat en détention, à définir des nouvelles règles de respect des personnes, à redonner du sens aussi au métier du surveillant, et ça c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en ce moment à travers le surveillant acteur, j'y reviendrai un petit peu, et également finalement de modifier le comportement des personnes détenues. Ça, c'est les principes de base. On a plusieurs avis, effectivement, du CGLPL, et ça a été abordé hier, et je les partage en partie. On a finalement, dans le module de respect, des choses qui vont être corrigées là, par la nouvelle doctrine qui est sortie. Mais la vraie question, et j'en parle souvent au niveau de la mission Outre-mer, c'est effectivement au sein du module de respect, il y a la notion de vie en collectivité, d'élection de délégués de coursive pour ensuite organiser le travail sur la coursive et la gestion du bâtiment. C'est des tâches qui, sur l'autre bâtiment CDE, sont dévolues au service général et qui, pour elles, sont rémunérées, alors qu'au module de respect, elles ne le sont pas. Donc, on part du principe qu'au module de respect, il y a la notion de vie en collectivité et la notion de partage des tâches qui font partie de cette collectivité. Ceci étant, pour un même fonctionnement et une même tâche, il y a des personnes détenues qui sont rémunérées, d'autres pas. Sur l'avis qui avait été de dire que le module de respect pouvait être compliqué, on a, nous, en tout cas, la chance, et vous le verrez, d'avoir par contre des vrais contrats qui favorisent 15 ou 25 heures d'activité pour certains, voire plus. Et on organise, et c'est là aussi tout l'intérêt du centre de détention de Tatou, tout le travail pour permettre qu'il n'y ait pas que le travail. Je vois que l'heure avance et j'ai tellement de choses à dire, mais l'idée générale, c'est de dire que en centre de détention, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois.
Il faut que le quotidien détenu soit le plus proche possible de son quotidien à la sortie. C'est un peu ça l'idée maîtresse. C'est que concrètement, il y a le travail, certes, soit au service général, en formation ou bientôt en concession, puisqu'on va ouvrir à travers des SIAE des ateliers, doit prendre une partie de la journée, c'est ce qu'on appelle dans l'administration la journée continue, pour qu'ensuite l'après-midi, il puisse accéder aux activités, aux entretiens avec les professionnels concourant à sa prise en charge, que sont le SPIP, les intervenants autres, ces parloirs qui sont quand même importantes. Et donc, finalement, le travail est organisé le matin et les activités l'après-midi. On a sur ça, finalement, des contrats qui peuvent donc être de 15 à 25 heures sans aucune difficulté. Pour conclure ce module de respect, parce qu'il y a d'autres sujets à aborder, mais le module de respect, moi, j'ai jamais, que ce soit ici ou ailleurs, mis en place de récompense, puisque la récompense, finalement, renvoie à l'idée que la personne détenue a un statut à part. Moi, je ne cesse d'œuvrer dans mon fonctionnement pour montrer à la personne détenue aussi, à nos agents, que la personne détenue, si je peux résumer, ne doit ni être assistée, ni favorisée, ni pénalisée à outrance. Elle doit simplement être considérée comme une personne normale, et à l'extérieur, une personne normale, quand elle va faire son travail, qu'elle participe à une activité, n'a pas de bon point ou n'a pas de récompense. En tout cas, je pense. J'ai jamais eu un bon point de la part de ma directrice régionale parce que j'étais allé travailler un jour. Je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit sa logique. Concrètement, les personnes, elles doivent avoir une vie normale. Nous, c'est notre fonds de commerce. Et donc, finalement, le module de respect, on essaie de faire en sorte que la personne se rende compte que la normalité de son comportement doit être celui-là et qu'on ne va pas la féliciter tous les jours pour ça. En tout cas, c'est comme ça que ça nous semble important pour l'extérieur. On met en place beaucoup d'activités de formation. Damien l'a dit, je vais vraiment pas revenir sur l'architecture du travail, formation, détention. Mais juste pour dire que la dignité humaine, pour moi, elle peut aussi, et je reviens à l'étymologie, c'est toujours important de revenir aux sources, valorisation, estime de soi. On a mis en place un magnifique projet là récemment avec l'AECD, le CFPA, le ministère du Travail, des Solidarités, et je remercie tous ceux qui ont contribué à ça, autour de une formation métier du bois, donc des personnes qui ne connaissent rien au bois au départ et qui travaillent avec une magnifique personne qui est Jean-Philippe, un formateur qui a un métier au départ de luthier, d'ébéniste, donc c'est un artiste, et qui du coup encadre 10 personnes détenues à travers la récupération de bois de palette. Et il faut remercier aussi, je n'ai aucune publicité à faire, mais c'est que ma propre initiative, Notice Sport, Ace et Brasserie de Tahiti qui nous livrent gratuitement du bois à travers les palettes, et le CFPA également, et qui du coup permettent à ces personnes détenues de faire des choses avec leurs mains, de découvrir l'estime de soi, le mérite. Et ça, pour moi, en tout cas pour voir les personnes détenues et pour ceux qui ont vu ces personnes détenues travailler, on a vraiment une fierté d'être sur cette action. On a quasiment pas d'absentéisme. Les gens sont heureux de venir le matin travailler et ils font des choses magnifiques sans aucune forme de métal. Tout est chevillé au bois, tout est fait à l'ancienne. Ce sont techniques du XVIe siècle et c'est vraiment quelque chose. Donc, on va inviter prochainement le ministre du Travail, le ministre des Solidarités pour voir un petit peu le concret de cette action. On a également sur la partie loisirs, et je ne sais plus, je crois, quel intervenant parlait de l'importance des loisirs. C'est alors, sur les loisirs, moi, j'ai aucune difficulté dire que la prison doit être punitif et que la personne ne doit pas avoir le moindre loisir. Pas du tout ma vision des choses. On a fait des choses et on continue à faire à Tatatou des choses qui peuvent paraître totalement aberrantes, mais quand on fait venir Interville et l'équipe de Guy Trompette qui vient installer des structures gonflables avec de la mousse, comme on peut voir Interville à l'extérieur, c'est sûr que vous êtes victime ou proche de victime, vous voyez ça, je comprends que ça puisse choquer, être une aberration, un scandale. Quand vous êtes personne détenue, je pense que ça vous permet aussi de voir, et il faut toujours revenir à ce que je vous disais sur la normalité, que la normalité aussi, c'est d'avoir des loisirs, c'est de pouvoir
en profiter, et c'est tout ça dans l'optique de retour dans la société. On a également, et c'est tout le cœur de notre prise en charge, une constante, c'est la référence à la culture polynésienne. On en parlait là dans les couloirs de ce colloque, et moi c'est plutôt le début de ma conclusion qui va intervenir là-dessus, c'est que concrètement, il serait totalement absurde et contre-productif de prendre en charge le public pénal polynésien avec des schémas métropolitains préétablis. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'aurais 2 exemples en tête, puisque on est une administration régalienne et on respecte en tout point les consignes de l'administration, mais il faut forcément les adapter au public. On a une population pénale qui, à travers son expérience, son vécu, sa culture, ne s'appropriera pas la règle de la même manière. Sur le langage, alors je vais apporter un contre-courant à ce que je l'ai pu entendre dire, sur le langage à Tatoutou, il n'y a aucune difficulté pour un Tahitien qui ne parle pas français à vivre sa détention. Vous avez tous les personnes détenues qui parlent tahitien, tous les surveillants polynésiens qui parlent le tahitien. La seule chose que je peux voir, et on en parle souvent avec Madame la vice-présidente de l'application des peines, c'est que la difficulté, c'est quand vous avez un expert métropolitain qui vient une fois par an faire toutes les expertises et qui, du coup, à travers les difficultés ou les différences de termes que lui peut entendre dans ses standards, ne va pas comprendre la même chose. Je prends un exemple tout bête, mais vous avez un détenu polynésien qui, condamné pour des faits de violence sexuelle, va employer le terme j'ai fait une bêtise. Une bêtise, quand on a commis des actes sur sa gamine, ça nous paraît, nous, totalement dans une logique de dire minimisation des faits, absence de remise en cause, alors que pour le Polynésien, puisque quand il dit ça, il peut baisser la tête et avoir un sentiment de honte, c'est quelque chose de grave. Et donc avoir un expert qui ne maîtrise pas ces codes linguistiques et qui du coup va écrire dans une expertise que la personne n'est pas dans la reconnaissance des faits, ça forcément va pénaliser la personne détenue. Pour le reste, on est sur une prise en charge, si on peut la résumer, donc autour du parcours d'exécution de peine. C'est le cœur d'un dispositif en établissement pour peine, donc piloté en interne par une psychologue et un surveillant, et qui a pour vocation à individualiser au maximum la prise en charge. L'individualisation, ça fait partie inhérente de la dignité, c'est-à-dire qu'on n'applique pas un modèle propre à chaque personne, et on est plutôt, et c'est finalement depuis quelques années, je compare beaucoup notre prise en charge à de l'andragogie. L'andragogie, pour ceux qui connaissent les sciences de l'éducation, à la différence de la pédagogie qui est la transmission du savoir pour apprendre de manière uniforme, l'andragogie, c'est la formation des adultes à travers l'identification d'un besoin initial de l'adulte et la mise en place par l'interaction et une prise en compte de son expérience, de son passé, de son vécu, une formation adaptée pour que la personne, sur des choses concrètes, puisse évoluer. Donc finalement, notre prise en charge autour du PEP, elle est très très liée à l'andragogie. Et donc finalement, on est sur la définition de parcours. Donc chacun n'est pas sur le même point de départ. La finalité est la même, un retour dans la société avec une absence de récidive, mais le point de départ va forcément être au moins éloigné. On a des gens qui sont encore tellement ancrés dans la toxicomanie que la première des choses à faire, c'est de régler cette question, en tout cas d'atténuer son influence dans son quotidien. Et donc, on met en place un quartier de lutte contre les addictions aux substances à partir de la semaine prochaine, donc avec plusieurs concepts de dire la personne détenue toxicomane, son seul et unique but le matin en se levant, ça va être la recherche du produit. Nous, on va essayer de la détourner de ce produit, et donc à travers la mise en place, en lien avec l'unité sanitaire, d'actions de groupes de parole, d'activités thérapeutiques, de relaxation musculaire, intervention d'un moine Shaolin qui va aussi intervenir, donc plein de choses qui vont, oui, moine Shaolin qui va faire du kung-fu, puisque le kung-fu peut aussi avoir une vocation à apaiser les gens. Ces personnes détenues vont être classées au travail, puisque le travail fait aussi partie de la vie. Et donc, elles vont être placées au travail. On va mettre en place un poulailler éducatif. Donc, on va symboliquement remettre
une poule, on va confier la vie d'une poule à la personne détenue pour qu'elle s'en occupe, et avoir aussi un sens le matin en se levant, puisque des groupes iront le matin à l'ouverture de la détention et à la fermeture, s'occuper du poulailler, nettoyer, récupérer les œufs et ensuite faire son activité et ses activités quotidiennes. Donc, une fois que ces questions peuvent être réglées, ce qu'on appelle les facteurs individuels, on peut travailler sur des choses beaucoup plus fines, mais en tout cas, la base doit être toujours de prendre en compte la situation de la personne au départ pour ensuite essayer de travailler avec elle. On a également sur un autre sujet, pour montrer aussi la différence de point de vue qu'on peut avoir entre un regard très parisien et un regard très local, de dire la question des violences. Et ce sera ma conclusion. Les violences, on a évidemment voilà, une obligation, et c'est ce qu'on fait, de lutter contre les violences de forme qu'elles soient. Je prenais un exemple, on a beaucoup de passages en commission de discipline à Tatougou de gens qui, sur un terrain de sport, sur une coursive, vont avoir un litige et vont le régler à coups de poing. C'est une réalité. Et on voit passer en commission ces gens qui nous disent non, non, mais c'était juste un coup de poing, on a réglé le problème. Et c'est une réalité. Autant en métropole, j'ai connu des gens ou des situations qui, à travers une bagarre, allaient engendrer de la vengeance, allaient engendrer des risques majeurs pour la suite. Là, on a des personnes, on constate que le règlement du conflit à travers la violence existe. Alors, je ne dis pas que c'est à légitimer, je ne dis pas que c'est à encourager, mais c'est une réalité. Il n'y a absolument pas d'armes artisanales en Polynésie. On est, et c'est ce qui d'ailleurs est intéressant, en tout cas pour éviter justement les conséquences graves de la violence, c'est qu'on est sur le culte de l'homme fort, c'est-à-dire que la force d'une personne se mesure à ses poings, ne se mesure pas à une arme qui est vue comme quelque chose du faible. L'arme, c'est l'arme du faible, justement. La personne, elle règle ses problèmes avec ses poings, et c'est comme ça qu'elle est en tout cas valorisée dans le collectif. Donc nous, on ne cesse quand même de rappeler à ces personnes en commission de discipline, à travers aussi des sanctions, que c'est pas entendable. On le fait aussi à travers les personnels, pour reprendre la question de la déontologie qu'a abordé Monsieur Février hier. J'ai eu le cas d'un agent qui, toute la matinée, à travers la porte, se fait traiter de clochard, éhouré ou autre, et qui, à un moment donné, commence à avoir la moutarde, rentre dans la cellule et fait asseoir par les épaules le détenu sur le lit et lui met, en tout cas c'est comme ça que ça avait été qualifié, 3 tapettes sur le dessus du crâne, en considérant que le problème était réglé. On l'a quand même convoqué, procédure disciplinaire, puisqu'on lui a expliqué que l'acte physique envers un détenu était proscrit et que ça ne devait pas se faire. Il était étonné parce qu'effectivement, lui disait, mais oui, mais ça a réglé le problème, il s'est excusé, et depuis, j'ai pas de volonté non plus de représailles vis-à-vis de lui. Donc, c'est aussi expliquer que la notion de violence peut être, la perception de ça va être différente du public. Nous, on est sur des schémas très réglementaires, très législatifs. Les personnes qui la vivent au quotidien vont pas forcément être là-dessus. Donc, je voulais juste conclure, encore plein de choses à dire, mais que sur cette question, en tout cas, la majeure partie de notre travail, elle est toujours à destination de la personne détenue. On n'est pas non plus totalement naïf. On propose, nous, des choses aux gens. On propose des solutions, des dispositifs. Mais la personne restera toujours la seule et unique à décider si elle s'en saisit. Nous, on ne fera jamais les choses à la place de la personne. Si elle veut s'en sortir à l'extérieur, là, pour le coup, on n'a plus la main, mais ce sera uniquement à elle de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie. On a un vrai problème de récidive avec les gens qui ont connu des niveaux de rémunération exorbitants avec l'ICE. Je crois que le gramme d'ICE en ce moment est à 600 000 a priori. Donc forcément, quand on est dans ce trafic, proposer un CAE à 100 000 francs, ça peut être compliqué pour la personne. On a également, et ça on en parle souvent avec Madame la vice-présidente, des vraies difficultés structurelles sur l'aménagement de peine. On a, j'entends souvent des détenus ou d'autres dire il n'y a pas assez d'aménagement de peine. Sauf que pour avoir un aménagement de peine, en tout cas pour qu'il réussisse, il faut un projet, il faut un cadre à l'extérieur. Et quand vous avez forcément sur la question des trafics un retour au domicile avec
finalement le même contexte qui a conduit à la commission des faits. Je peux comprendre, voilà, moi, qui a une frilosité à faire sortir des gens dans un même contexte. On a, le territoire étant ainsi fait, pas la possibilité, comme on peut avoir en métropole, d'être sur l'éloignement social pour ensuite favoriser finalement la construction d'une nouvelle vie. Donc toutes ces questions, c'est des vrais freins, et de prendre uniquement les chiffres bruts en disant le taux d'aménagement de peine et le taux de récidive sont peut-être moins bons qu'ailleurs, je trouve que c'est quand même très très limité. Donc finalement, la prison reste, ce qu'avait dit Christelle Rotac dans son livre, finalement c'est le miroir dans lequel la société ne veut pas se voir. J'avais bien aimé l'image, c'est-à-dire qu'elle reste finalement un théâtre. Moi j'appelle ça plus un théâtre, c'est-à-dire que il y a des gens avec leur aspérité propre, on a des gens qui ont de l'expérience différente, que ce soit d'ailleurs les personnes détenues ou les personnels. Et la petite conclusion, c'est la petite formule que j'aime beaucoup, mais qui peut s'appliquer à la prison, issue du transcendantalisme, ce courant philosophique américain du 19e, qui partait du principe que par nature l'homme est bon, qui est de dire que finalement la prison est un bal masqué où chacun masque et dévoile sa véritable nature par le choix de son masque. Et c'est finalement ce qu'on fait au quotidien, tant les agents que les personnes détenues, c'est qu'on essaie d'exister en prison, qui est quand même un lieu particulier, pour ensuite changer de masque en fonction des circonstances. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de révéler la vraie nature des gens le temps qu'ils sont incarcérés. Donc je vous remercie.